Une femme aristocrate s'éveille à l'aube de son mariage, les cuisses encore maculées de sang, mais ce n'est pas le sien que les autorités impériales viendront inspecter. Dans quelques instants, 5 matrones, désignées par le Sénat, envahiront la chambre nuptiale pour accomplir le protocole obligatoire, introduire des doigts gantés d'huile d'olive à l'intérieur de son corps, mesurer la profondeur de la pénétration de la nuit précédente, prélever des échantillons de fluide dans des fioles de verre scellées à la cire impériale et produire un document officiel attestant que la consommation s'est déroulée conformément aux lois de pureté du lignage. Ce n'est pas un cauchemar isolé. C'est simplement le premier des 10 mécanismes systématiques de contrôle anatomique total que la Rome antique a développé pour transformer chaque orifice féminin en propriété d'état surveillé, chaque cycle menstruel en question politique et chaque moment d'intimité en acte public documenté par des scribes officiels. Ce que vous êtes sur le point de découvrir dépasse tout récit historique conventionnel. Ce sont des pratiques archéologiquement prouvées, enregistrés dans des textes médicaux censurés pendant des siècles et préservés dans des artefacts métalliques exhumés à Pompéi qui révèlent une obsession impériale si méticuleuse avec le contrôle sexuel féminin qu'ils ont développé des technologies de fermeture vaginale, des protocoles d'inspection digitale obligatoires et des rituels d'humiliation, chorégraphiés qui ont converti le corps de la femme romaine en territoire conquis, plus surveillé que les frontières mêmes de l'Empire. Avant de plonger dans ces révélations qui ont été dissimulées pendant 2 millénaires, je vous invite à rejoindre notre communauté exclusive en vous abonnant à cette chaîne dédiée aux secrets interdits de l'histoire. Si ce contenu vous captive déjà, offrez-lui un petit pouce levé pour que YouTube le recommande à d'autres femmes assoiffées de vérités historiques cachées. Mais surtout, j'aimerais savoir d'où vous nous regardez aujourd'hui. Laissez-moi en commentaire votre pays, votre ville ou votre région. Et partagez avec nous quel personnage historique féminin vous aimeriez que nous explorions dans nos prochaines investigations. Votre voix compte énormément dans cette quête de connaissances interdites, et chaque suggestion nous rapproche des archives secrètes qui n'attendent que d'être dévoilées. Ensemble, nous brisons le silence imposé par des siècles de censure. Rome, entre le 3e siècle avant notre ère et le 4e siècle après Jésus-Christ, régnait sur un empire s'étendant de la Britannia aux confins de l'Égypte, englobant plus de 50 millions d'âmes sous l'autorité absolue du Sénat et des empereurs successifs. Cette civilisation qui nous légua le droit civil, l'architecture monumentale et les fondements de notre culture européenne dissimulait dans l'ombre de ses forums et de ses temples une machinerie de contrôle social d'une sophistication terrifiante. La structure patriarcale romaine reposait sur le concept de pater familias, ce pouvoir absolu du père de famille qui possédait littéralement droit de vie et de mort sur son épouse, ses enfants et ses esclaves. Dans ce contexte politique où la citoyenneté se transmettait exclusivement par la lignée paternelle légitime, la pureté sexuelle féminine ne relevait pas de la morale privée, mais constituait un enjeu d'État de première importance. Les lois augustéennes sur le mariage et l'adultère, promulguées sous l'empereur Auguste vers l'an 18 avant notre ère, transformèrent définitivement la sexualité féminine en affaire publique requérant surveillance, documentation et validation institutionnelle. Les sénateurs, les médecins impériaux et les prêtresses désignées formaient un réseau de surveillance anatomique qui s'immisçait jusque dans les alcôves les plus privées de l'aristocratie, établissant des protocoles de vérification corporelle dont la brutalité méthodique révèle la véritable nature du pouvoir romain. Contrairement aux récits habituels centrés sur des figures individuelles comme Messaline ou Agrippine, cette investigation porte sur un phénomène collectif bien plus sinistre. Les milliers de femmes romaines de haute naissance dont les corps furent soumis à ces 10 pratiques de contrôle systématique. Imaginez les filles des familles patriciennes, éduquées dans les domus somptueuses du Palatin, instruites en grec et en latin, formées aux arts de la musique et de la poésie, promises dès l'enfance à des alliances matrimoniales stratégiques. Elles portaient des noms illustres comme Cornelia, Tullia, Livia ou Faustina, descendantes de consuls et de généraux dont les lignées remontaient aux fondateurs mythiques de Rome. Ces jeunes aristocrates grandissaient en ignorant totalement les protocoles anatomiques qui les attendaient, car les matrones observaient un silence absolu sur ces rituels jusqu'au moment fatal. Les médecins impériaux, formés dans les écoles d'Alexandrie et disciples des enseignements de Galien, considéraient ces examens corporels comme de la science pure,
consignant méticuleusement leurs observations dans des traités médicaux qui circulaient exclusivement entre praticiens agréés par le Sénat. Les prêtresses de Vesta et les matrones désignées par décret sénatorial formaient une bureaucratie féminine chargée d'appliquer ces protocoles avec une rigueur administrative qui transformait chaque inspection intime en acte officiel requérant témoins, documentation écrite et validation par sceau impérial. Les archives archéologiques de Pompéi ont révélé le premier mécanisme de cette machinerie anatomique. Des dispositifs métalliques de fermeture vaginale en bronze et en fer, découverts dans les coffres personnels de matrones aristocratiques, dont la conception ingénieuse permettait un verrouillage externe par cadenas miniature. Les textes médicaux de Galien décrivent cliniquement les nécroses génitales causées par le port prolongé de ces instruments qui comprimaient les tissus délicats jusqu'à provoquer des ulcérations purulentes. Le deuxième protocole institutionnalisé portait le nom officiel d'Inspectio Virginitatis, une procédure légalement obligatoire avant tout mariage patricien, où 3 matrones nommées par résolution sénatoriale procédaient à un examen digital de l'hymen dans une salle dédiée du temple de Junon. Leurs doigts enduits d'huile pénétraient méthodiquement, tandis qu'un scribe consignait sur papyrus chaque observation anatomique, créant un document officiel conservé aux archives de l'État et consultable par le futur époux. Les esclaves destinés au commerce sexuel subissaient le 3e supplice, un marquage au fer rouge sur la face interne de la cuisse droite, appliqué à température précise pour graver dans la chair le nom du propriétaire, accompagné d'un code alphabétique désignant leur spécialité érotique selon une classification établie par les proxénètes officiels. Les banquets sénatoriaux imposaient aux épouses le 4e rituel d'avilissement. Servir le vin entièrement dénudé devant 100 convives masculins, transformant leur nudité en spectacle chorégraphié d'humiliation publique où chaque mouvement, chaque geste était scruté et commenté par des hommes ivres de pouvoir autant que de Falerne. Si ces révélations vous glacent le sang autant qu'elles vous fascinent, c'est exactement la réaction que méritent ces vérités historiques dissimulées pendant 2 millénaires. Prenez un instant pour laisser un petit pouce levé à cette vidéo, car ce geste simple permet à d'autres personnes passionnées par l'histoire authentique de découvrir ces archives interdites. N'hésitez pas à partager en commentaire vos réflexions sur ce que vous venez d'apprendre, et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté qui explore chaque semaine les secrets les plus troublants des civilisations anciennes. Ce que nous allons dévoiler maintenant dépasse tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. La nuit nuptiale romaine atteignait son apogée dans le 5e protocole, celui de la consommation matrimoniale sous surveillance testimoniale directe. Derrière des tentures de lin translucides suffisamment fines pour laisser transparaître les silhouettes, 3 témoins masculins désignés par le père de l'épouse demeuraient immobiles dans la pénombre, tendant l'oreille pour capter chaque gémissement, chaque souffle, chaque cri qui validerait la pénétration effective. Ces hommes, généralement des oncles ou des cousins paternels, consignaient ensuite par écrit la durée de l'acte, l'intensité des sons perçus et leur interprétation de la légitimité de la consommation, créant un témoignage officiel contresigné et scellé avant l'aube. Le 6e supplice frappait les épouses accusées d'infertilité après 2 années sans grossesse. Le mari possédait le droit légal de convoquer un esclave de sa propriété pour la pénétrer devant témoins médicaux afin de déterminer si la stérilité provenait de son propre sperme ou de l'utérus défaillant de sa femme. Les traités gynécologiques romains décrivent cette procédure comme un diagnostic scientifique nécessaire, recommandant même la sélection d'esclaves réputés pour leur fertilité prouvée. L'épaisseur de plomb constituait le 7e instrument de contrôle. Ces dispositifs intra-utérins prescrits par les médecins impériaux pour prévenir les grossesses non désirées chez les courtisanes et les esclaves domestiques. Les squelettes féminins exhumés à Herculanum révèlent des concentrations toxiques de plomb dans les os pelviens, témoignant d'années d'empoisonnement progressif qui provoquaient convulsions, paralysie et démence avant la mort inévitable. Le 8e rituel de Bonadea imposait aux femmes mariées une confession publique annuelle dans le temple de la déesse, un cérémonial exclusivement féminin
où elles devaient énumérer devant les prêtresses et les matrones assemblées chaque acte sexuel accompli durant l'année écoulée, sous peine de malédiction divine frappant leur lignée sur 7 générations. Les archives sacerdotales conservaient ces aveux dans des registres scellés, accessibles aux magistrats en cas de procès pour adultère. Le 9e mécanisme juridique, le repudium cum causa, autorisait un mari à divorcer en exhibant publiquement sur le forum les vêtements intimes tachés de son épouse comme preuve matérielle d'infidélité, les soumettant à l'expertise de matrones jurées qui analysaient la nature des fluides corporels pour déterminer leur origine masculine ou féminine. Cette humiliation spectaculaire détruisait irrémédiablement la réputation familiale et condamnait la femme répudiée à l'exil social définitif. Le 10e et dernier protocole frappait les veuves aristocratiques contraintes au luctus. Cette période de deuil sexuel de 10 mois durant laquelle elles subissaient des inspections gynécologiques mensuelles effectuées par des sages-femmes agréées par l'État. Ces examens vérifiaient l'absence de grossesse susceptible de compromettre les héritages patrimoniaux, chaque visite donnant lieu à un rapport officiel certifiant la vacuité utérine. Les conséquences de ces 10 systèmes interconnectés transformèrent des générations entières de femmes romaines en propriétés biologiques surveillées avec une rigueur administrative comparable à celle appliquée aux greniers à blé impériaux ou aux mines d'or hispaniques. Les correspondances découvertes aux Archives nationales de France révèlent comment ces 10 pratiques romaines furent imposées avec brutalité méthodique dans les provinces gauloises conquises entre 58 et 50 avant notre ère. Les médecins militaires accompagnant les légions de César documentèrent des résistances massives chez les femmes celtes qui refusaient catégoriquement de se soumettre aux inspections corporelles romaines, considérant ces examens comme des profanations spirituelles insoutenables. Des témoignages fragmentaires mentionnent des suicides collectifs de femmes arvernes et éduennes qui préférèrent se jeter dans la Loire plutôt que subir les protocoles de vérification anatomique imposés par les nouveaux maîtres latins. L'Église catholique médiévale s'empressa de faire disparaître systématiquement ces documents compromettants, qui démontraient la continuité troublante entre certaines pratiques romaines et les rituels ecclésiaux de contrôle féminin instaurés au Moyen Âge. Les bibliothèques monastiques procédèrent à des autodafés massifs au XIIe siècle, détruisant des milliers de traités médicaux antiques jugés trop explicites dans leurs descriptions anatomiques. L'ironie historique atteint son paroxysme lorsqu'on réalise que cette même civilisation romaine, qui célébrait publiquement des phallus gigantesques dans ses temples de Priape et tolérait ouvertement la prostitution masculine infantile dans les termes impériaux, transformait simultanément le corps féminin aristocratique en forteresse législative où chaque orifice nécessitait autorisation sénatoriale, chaque sécrétion exigeait analyse officielle et chaque instant d'intimité était converti en acte administratif, requérant témoins assermentés et documentation scellée à la cire impériale. Vous venez de découvrir 10 mécanismes de contrôle anatomique que Rome a perfectionnés durant 8 siècles pour transformer le corps féminin en territoire conquis plus surveillé que ses propres frontières impériales. Ces révélations prouvent que derrière la grandeur monumentale des aqueducs et des amphithéâtres se dissimulait une machinerie de domination d'une sophistication terrifiante, où chaque orifice nécessitait autorisation sénatoriale et chaque instant d'intimité devenait affaire d'État documentée par scribes officiels. Si ces vérités historiques vous ont captivé autant qu'horrifié, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos investigations futures dans les archives interdites des civilisations anciennes. Laissez un commentaire en partageant quelle impératrice, quelle reine ou quelle courtisane historique vous souhaiteriez que nous explorions prochainement, et indiquez-nous votre pays ou votre région pour que nous comprenions mieux notre communauté internationale. Offrez un pouce levé à cette vidéo pour que YouTube la recommande à d'autres passionnés d'histoire authentique, car ensemble, nous brisons le silence imposé par des millénaires de censure. Les secrets des alcôves impériales n'ont pas fini de nous révéler leurs vérités les plus troublantes, et chaque semaine nous plongerons plus profondément dans les pratiques que nos livres scolaires ont volontairement omises.